retardataire, mais bon, on va commencer sans eux. Voilà, donc bienvenue à cette nouvelle conférence organisée cette fois-ci en collaboration entre des clubs de Neoma Mini, le club international, le club affaires publiques et le club entrepreneurs. Nous sommes heureux de vous voir ce soir pour un thème orienté sur les possibilités de financement vous aidant à dynamiser votre stratégie export. Donc nous avons des intervenants ce soir de qualité, avec commencer par Madame. C'est démodé ça. Madame. D'accord, monsieur. Monsieur Beauquien, je vous propose de vous présenter complètement vous-même par la suite, vous saurez mieux faire que moi. Monsieur Beauquien, donc de Bifrance, Madame Wood de COFAS, Monsieur Huette de Société Générale. Et Club VIE pour cette intervention en l'occurrence. Et Thomas Perret, voilà, merci. Ancien Neoma, parce qu'il est assez concerne. Et ancien directeur export, une société dans la grande consommation, qui viendra faire son témoignage sur son expérience. Voilà, donc la présentation va avoir lieu. Ensuite, vous pourrez échanger avec les intervenants et même entre vous. On va organiser une petite session de questions-réponses et qui nous permettront de compléter les interventions et puis vous apporter les réponses que vous souhaitez. La conférence sera filmée, donc on espère avoir l'accord de tout le monde. Ça permet de mettre en ligne sur notre chaîne YouTube pour les accès de certaines personnes qui ne peuvent pas venir ce soir. Et un compte-rendu sera établi par le biais d'un article qui sera publié dans la revue Neoma à Luni. Voilà, donc on peut commencer. Bonne conférence à tous. Alors, je ne suis plus chez Ubifrance, c'est la première chose. Non pas que j'ai quitté l'organisme dans lequel je travaillais, mais qu'Ubifrance n'existe plus depuis le 31 décembre dernier. Donc je vais avoir l'occasion de vous parler non plus d'Ubifrance qu'on confondait avec Ubisoft. Nous ne faisons pas, même si on accompagne les gens qui font des jeux vidéo. Mais le terme est sans doute plus clair, puisque notre métier, c'est d'aider les entreprises à faire du business. En deux mots, juste pour que vous compreniez, le 31 décembre, Ubifrance, qui est l'organisme national pour l'export, pour aider les entreprises à faire de l'export, a fusionné avec un organisme qui s'appelle l'AFI, d'où ce magnifique logo qui a deux flèches. Alors on peut se demander, c'est des entreprises qui vont pas bien ou bien. Non, c'est d'une part le métier Invest, c'est-à-dire faire venir des entreprises en France. On travaille avec les collectivités territoriales pour aider les entreprises étrangères qui ont des projets pour s'implanter en France, qui est un enjeu majeur pour notre pays, puisque si vous prenez une région comme l'Alsace, vous avez 60% des exportations qui sont faites par des entreprises d'origine étrangère. Donc ça vous dit qu'en termes d'emploi, c'est très important, et on travaille avec les collectivités territoriales là-dessus. Et puis le métier du Bifrance qui est, à l'inverse, d'aider les PME, les ETI, les TPE à exporter. On va continuer un petit peu plus vite. Ce slide est important. J'ai une collectivité territoriale que je connais qui a sorti il n'y a pas très longtemps, excusez-moi, je ne sais pas ce qui se passe, qui a sorti un document exhaustif sur l'accompagnement à l'export. C'était magnifique et j'ai décidé de ne jamais le montrer aux entreprises pour ne pas leur faire peur, parce que c'est trop compliqué. Donc je vais essayer d'être très très simple, et ce slide il me semble très important parce que je pense que vous comprendrez beaucoup mieux les choses derrière. Alors au centre, pour faire de l'export, il y a une chose qui est absolument indispensable et qui est la seule chose indispensable. Après vous avez 1000 chemins pour faire de l'export et vous trouverez le vôtre. C'est l'entreprise. Si vous n'avez pas un chef d'entreprise qui a envie de faire de l'export, qui a des collaborateurs qui ont envie de faire de l'export, on arrête tout de suite. Ça semble être une chose complètement évidente, ça ne l'est pas toujours. Nous, on pourra aider les entreprises, mais on ne pourra pas faire sans elles. Business France, puisque je parle de Business France et de sa partie export, notre rôle, et ça c'est important, on n'est pas là pour le financier, on n'est pas là pour ça, on parlera avec Caroline de ça tout à l'heure. Notre rôle, c'est l'accompagnement des entreprises vers les marchés étrangers. Je vous expliquerai ce que veut dire l'accompagnement. C'est-à-dire
permettre aux entreprises de rencontrer les bonnes personnes, d'aller plus vite, de comprendre leur marché. Je vous expliquerai ça tout à l'heure. Alors, on n'est pas tout seul dans le paysage. Je vais vous décrire très rapidement les principaux partenaires que nous avons, parce que c'est important que vous le sachiez. En termes financiers, on a 2 partenaires privilégiés avec qui on travaille de plus en plus, et notamment pour ce qui concerne les ETI, mais également les PME. C'est BPI-France et Coface, on en parlera tout à l'heure. BPI-France ex-Oseo, pour ceux qui s'en souviennent. Avec les 3 I de l'international, c'est que vous voulez faire de l'international, il faut avoir de l'investissement, il faut pouvoir investir et innover. Si vous n'avez pas investissement, innovation et international, vous n'irez pas de l'avant. Donc BPI Coface, région et département, c'est important, surtout les régions, c'est elles qui sont les nerfs de la guerre en termes de développement économique dans le cadre de la décentralisation. On pourra répondre à des questions sur ce que fait la région Île-de-France, mais ce n'est pas le propos ce soir. Département, les Hauts-de-Seine font des choses, par exemple. Très important, le réseau consulaire, la CCI, la première approche, la première porte d'entrée pour une entreprise. Déjà, quand vous voulez créer une entreprise, vous allez voir votre CCI ou votre chambre des métiers, que je n'ai pas cité là-dessus pour certains. C'est un partenaire privilégié pour former l'entreprise, faire du diagnostic export, etc. Les conseillers du commerce extérieur, on en a une parmi nous ce soir, pour en parler si vous souhaitez. Les pôles de compétitivité, qui sont de plus en plus des partenaires extrêmement importants à l'export. Pourquoi ? On y revient. Innovation internationale. Donc en Ile-de-France, des gens comme Systématique ou Cap Digital ou Advancity sont des leviers de la région et des partenaires extrêmement privilégiés pour désormais, outre la partie innovation, aider les entreprises à se développer et à faire connaître un cluster, un tissu industriel régional. Après, je passerai sur pas mal de gens. Je dirais que l'un des principaux, on en a un ici, alors je suis obligé de le dire, mais je le pense vraiment, votre premier partenaire à l'export au niveau financier, c'est votre banquier. C'est lui qui doit pouvoir vous aider à savoir comment trouver de l'argent et comment aller plus loin. C'est très important. N'oubliez pas que c'est très beau d'aller vendre dans certains pays, mais il faut aussi avoir une ingénierie financière qui vous permette de rapatrier vos sous. Si vous vendez en Argentine, il faut quand même vous assurer du fait que vous allez récupérer votre argent. Par exemple, je prends cet exemple qui n'est pas par hasard, mais c'est bien beau. Vous pouvez vendre beaucoup de choses en Argentine, mais si l'argent il reste bloqué à Buenos Aires, votre entreprise elle va avoir quelques problèmes. Et là, votre banquier, il est là pour vous aider à trouver des solutions. J'ai voulu mettre l'INPI aussi, c'est un peu compliqué, mais c'est important. Je ne vais pas en parler longtemps, mais la propriété industrielle, la protection de votre entreprise, c'est essentiel. On pourra évoquer ce sujet aussi. Et puis, les avocats, des experts, tout ça c'est très compliqué, je ne vais pas aller plus loin. Et je pensais que c'était très important de vous montrer ce paysage, la logistique avec les SDV qui est notre partenaire, mais il y en a d'autres. Il va falloir acheminer votre matériel avec tout ce que ça comporte. Alors après, je vais me concentrer sur Business France, puisque c'est pour ça que je suis venu. Voilà, on fait comme ça. Business France, c'est l'organisme public de soutien au commerce extérieur. La carte est importante. Depuis quelques années, nous avons repris ce qui était les postes d'expansion économique, pour ceux qui connaissaient ça. En tout cas, pour leur partie commerciale, c'est-à-dire l'accompagnement, toujours, des PME, des ETI à l'étranger. Nous avons actuellement 70 bureaux, 80 bureaux dans 70 pays, tous les pays en bleu. Nous avons 8 bureaux aux États-Unis. Nous avons des partenaires agréés qui sont souvent des chambres de commerce françaises à l'étranger, au Maroc par exemple, ou au Nigeria. Donc pour vous montrer il n'y a qu'un pays en blanc qui est important, qui manque, mais c'est tout à fait d'actualité, c'est l'Iran. Et je peux vous dire qu'il y a de fortes chances, si l'actualité se confirme, qu'il y ait un bureau Business France dans pas très longtemps en Iran. C'est pas une information officielle, c'est une prévision personnelle. Alors, c'est important, si vous voulez travailler avec nous, de savoir que notre organisation, souvent à l'inverse des chambres de commerce qui sont plutôt régionales, qui sont plutôt géographiques, nous, notre géographie, elle est dans les bureaux. Vous avez un bureau à Amsterdam et vous en avez un à Sydney. Nous, notre organisation, qu'elle soit à Paris, également à Marseille, et surtout dans chaque bureau, elle est toujours sectorielle. Si vous vous adressez à nous, on va essayer de réfléchir à quel secteur vous appartenez. Ça peut être dans la famille des nouvelles technologies, des innovations et des services. Voilà, après, on va aller dans la confiance numérique. Si vous êtes aux États-Unis, ce sera très pointu. Si vous êtes dans un petit pays un peu moins, on va passer
au secteur bancaire, assurance, on en parlait tout à l'heure, etc. Mode, habitat, santé, c'est facile à retenir. Donc ça va des biotech jusqu'au prêt-à-porter. Agroalimentaire, il y a 3 grands volets. Il y a bien sûr les vins et spiritueux, puisque c'est un fleuron de la France. Tout ce qui est produits gourmets. Et puis les équipements aussi, qui sont aussi un métier important. Et là, de notre liste, ce qu'on appelle chez nous infrastructure, transport, industrie, ça va de l'avion à la sous-traitance mécanique, au transport intelligent, etc. Les choses étant parfois de plus en plus complexes et compliquées. Donc ce qui est important, c'est que si on travaille ensemble, on va s'adresser à des gens qui sont spécialistes. C'est important quand vous allez aller au Japon, que vous ayez quelqu'un qui connaisse votre métier et qui ait déjà travaillé dans votre métier, parce qu'ils vont avoir des relais, ils vont savoir comment ça fonctionne, être connus des gens des grands magasins ou des gens du secteur du nucléaire, etc. et pourront mieux vous accompagner. On va gagner beaucoup de temps. C'est pour ça qu'on a cette organisation. Et cette organisation, elle nous amène à faire des documents comme celui-là, je ne vais pas m'attendre dessus, mais chaque année, on est en plein dedans, on fait des priorités sectorielles, on essaie de définir quels sont, sur 50 secteurs d'activité, vous pouvez trouver ça sur notre site, les principaux marchés. Là c'était pour 2015, dans le secteur de l'automobile, envers les pays qui nous semblent absolument prioritaires. En jaune, des pays extrêmement importants, en rouge, des pays à ne pas oublier. Ça nous permet de faire toute une programmation, j'en parlerai tout à l'heure. Vous avez ça dans le secteur de l'automobile, vous avez ça par exemple, j'ai pris des exemples au hasard, la maroquinerie, c'est pas la même carte. Et puis, par exemple, l'édition de logiciels et de services informatiques. Et on a ça sur l'architecture, sur les produits gourmets, sur plein de choses. Ça nous permet aussi de nous définir quelles vont être nos priorités, comme où est-ce qu'on va essayer de pousser des entreprises dans les secteurs. Voilà. Le paysage est encampé. Ce qui vous intéresse de savoir comment on peut vous aider, ce qu'on peut faire. Je vais essayer de le faire assez rapidement. Et synthétiquement, il y a 4 grands métiers sur lesquels on peut vous aider. Et ces 4 grands métiers, c'est très simple. Tout le monde va passer par là. Avant que ce soit sur un marché que vous découvrez ou que ce soit votre début à l'export, il faut d'abord vous informer. Ensuite, on va prospecter ensemble, trouver les bonnes personnes avec qui vous allez travailler. Si on peut, on pourra peut-être communiquer. Puis un sujet sur lequel je laisserai beaucoup la parole à Guillaume tout à l'heure, c'est les volontaires internationaux en entreprise, c'est-à-dire les ressources humaines à l'international. Donc de manière rapide, en termes d'information, des produits de veille, on a un site internet où il y a plein d'infos, on a une librairie du commerce international, on a des prestations réglementaires. Ben oui, je vends mes produits en Chine, mais quels sont les droits de douane? Est-ce que j'ai le droit de vendre ce produit? Est-ce qu'il n'y a pas une réglementation dans les cosmétiques particulière? Si vous voulez vendre des cosmétiques en Chine, il faut que ce soit agréé, il faut que ça passe par un certain nombre de choses. Toutes ces questions vont se poser. On a une hotline réglementaire, on a des gens qui sont spécialistes et on va pouvoir vous aider à comprendre ça. On a des ateliers en France, je vous ai mis ici pour le lire qui ont lieu régulièrement, le Kazakhstan le 16 avril, vendre à la Banque mondiale, comment est-ce qu'on le fait, l'Algérie, le Brésil, il y en a tous les jours, donc vous pouvez trouver votre bonheur. Et là j'insiste aussi dans les secteurs sur une chose que je trouve extrêmement passionnante, c'est les rencontres internationales, c'est-à-dire pendant une journée, on fait le tour du secteur de la French Tech, dans tout le numérique, ou de la silver economy, ou de la santé, ou des grands événements sportifs, et on rencontre des experts et des entreprises qui vous parlent des marchés du monde entier. En général, vous pouvez même prendre rendez-vous avec l'éminente spécialiste de la COFAS qui est là, qui rencontre les entreprises à cette occasion. C'est absolument passionnant, parce que vous commencez sur le numérique, vous commencez en Asie, vous terminez aux États-Unis, les questions se posent, et vous voyez des avocats débattre sur l'endroit où il faut aller, et il n'y a pas de solution unique, mais c'est des choses que je vous recommande parce que c'est extraordinaire pour quelqu'un qui veut découvrir comment exporter dans son secteur. Là, c'est le site internet, je vous engage à aller regarder. Vous avez plein d'infos, allez fouiller, regardez pays par pays, regardez les aides régionales, région par région. Vous trouverez beaucoup d'infos. Vous avez également des rubriques sur les 50, voilà, c'est là. Vous pouvez avoir 50 fiches export sur tous les sujets dont vous avez besoin, qui vous sont résumés, c'est gratuit. Je continue rapidement. Le nerf de la guerre chez Ubifrance est le plus important, et ce pourquoi on fait ça, c'est vous mettre en relation avec les bonnes personnes, c'est ce qu'on appelle chez nous la guerre en contact, pour vous aider à prospecter.
de deux manières, de manière individuelle ou collective. De manière individuelle. Alors je vais peut-être commencer par l'individuel. L'individuel, c'est, vous venez me voir, je voudrais aller en Allemagne, comment on fait? On va d'abord valider, c'est le point avant qu'il faut aller en Allemagne. On va faire par exemple un test sur offre, c'est-à-dire qu'on va déterminer une trentaine de prospects potentiels qu'il serait intéressant d'appeler. On va vérifier que vous avez bien votre documentation au minimum en anglais. Si on est en Allemagne, il vaut mieux l'avoir en allemand d'ailleurs. Et nos équipes, qui sont bilingues, qui sont même souvent natives du pays, vont appeler ces gens-là pour votre compte. Et leur demander, voilà la société qui fait tel type de produit, est-ce que ça vous intéresse de les rencontrer, qu'est-ce que vous en pensez? Et un mois après, on vous dit, ben voilà, on a vu les 20 personnes, il y en a qui ne sont pas du tout intéressés, on va peut-être découvrir qu'il y a un concurrent qui rafle tout, ou que dans votre packaging, la couleur rouge est à proscrire, ou que j'en sais rien. Ou est-ce que vous avez pensé à telle ou telle problématique? Et puis si on fait ça, parce qu'on a essayé d'éviter de le faire si on n'a aucune chance, il y aura des gens qui sont intéressés à vous rencontrer. On sera à la deuxième étape, c'est de vous accompagner en mission pour aller voir les gens et vous aider à mieux comprendre quelles sont les caractéristiques de la personne, ce qu'on sait sur l'entreprise, comment on fait dans le pays culturellement. On pourra en reparler, mais on ne voit pas un Allemand comme un Italien et comme un Japonais, c'est pas la même chose. Si vous allez en Allemagne, qui est un pays que je connais bien, n'oubliez pas une chose, c'est qu'un rendez-vous avec un Allemand n'est jamais un rendez-vous de complaisance. L'Allemand, il a déjà épluché votre site internet, et il vient un peu avec l'esprit, si vous avez décroché le rendez-vous, et ça c'est très difficile, il va sans doute arriver vers la commande test. Donc si vous vous plantez à ce premier rendez-vous où vous allez aller très loin, vous allez attendre 10 ans pour revenir. Donc, moi, j'ai un collègue du bureau de Düsseldorf qui avait vu, c'était dans la quincaillerie, il avait obtenu un rendez-vous chez la plus grande VPC de quincaillerie en Allemagne. Et à sa grande surprise, et je suis là pour défendre les VIE, mais les VIE n'ont par définition pas une grande expérience, en tout cas pas les manettes de l'entreprise. Le chef d'entreprise, il voulait envoyer son VIE voir, et mon collègue l'a appelé, il a presque engueulé le chef d'entreprise, il lui a dit « Attendez, vous allez chez le plus grand quincaillier d'Allemagne, vous avez une chance d'avoir ce rendez-vous, c'est vous qui y allez, parce que sans ça, votre VIE ne sera pas capable de répondre parce qu'il ne peut pas prendre des décisions à votre place, et dans 10 ans, vous attendrez encore d'avoir un deuxième rendez-vous. C'est très important d'accompagner les entreprises pour comprendre comment ça se passe au Japon, où c'est plus long. On fait des actions aux États-Unis pour que ça aille très vite. Si on a voulu faire la même chose au Japon, c'est dit non, c'est une erreur parce que les Japonais ont besoin de réfléchir. Donc il faut qu'on accompagne les entreprises, qu'on vous fasse comprendre qu'il y a des rythmes dans les pays. Aux États-Unis, il faut que ça aille vite, c'est l'innovation, c'est etc. Au Japon, au contraire, il faut y aller 3 fois parce que les gens ont besoin de réfléchir. Si ça marchera peut-être pendant 30 ans. Mais voilà, on doit vous aider à faire ça. Suivi de contact, pourquoi? Parce qu'on s'est rendu compte que les entreprises, elles allaient en Chine et elles allaient au Japon, puis elles rentraient chez elles, elles avaient un contrôle URSSAF, elles avaient ci, elles avaient ça, toute l'horreur du chef d'entreprise, et qu'elles oubliaient de rappeler le japonais. Ils disaient, on a vu le français, il était super, il avait des produits géniaux, mais bah oui, il parle japonais, c'est un peu dur, un décalage horaire, c'est compliqué, et les boîtes, elles ne suivaient pas. Donc, on propose de rappeler les entreprises en attendant deux rendez-vous. Et c'est comme ça que moi j'ai une entreprise qui fait du cirage, que j'accompagne avec l'aide bienveillante du département des Hauts-de-Seine. On a fait une petite étude pour voir si elle avait des chances de vendre, c'est du cirage de luxe, hein, mais fabriqué en Ile-de-France. On a fait une petite étude pour voir si l'entreprise avait des chances. On l'a emmené, on a fait notre test sur offre, on a dit ça roule. On fait la mission de prospection, on fait le suivi de contact. Donc on rappelle les Japonais, le suivi contact, allô madame, il va falloir revenir, ils veulent vous revoir. On refait une mission de prospection, deuxième suivi de contact, troisième mission de prospection, comment? Mais il faut passer par là dans ce pays-là. Dans d'autres pays, ce sera différent. Je vais rapidement parler de... Donc ça c'est les solutions contact. Je passe. Les actions collectives, on est assez connu là-dessus. Il y a plus de 600 opérations collectives. Quand je dis collectives, les entreprises, ils sont traités individuellement, je vous rassure. C'est les pavillons France, je vous ai mis, je ne vais pas tous vous les lire, j'ai fait un florilège d'un certain nombre d'événements. Il y en a un qui a fait beaucoup de bruit en début d'année, c'était le CES de Las Vegas, on pourra en parler. Le Mobile World Congress, c'est les grands salons allemands dans tous les secteurs. Donc c'est des pavillons sur les salons à l'étranger. Ce sont des rencontres acheteurs, il n'y a pas un événement qui nécessite d'aller sur un salon, mais on peut faire des rencontres dans un hôtel ou dans différents endroits pour que des entreprises françaises rencontrent les bonnes personnes. Et le fait d'y aller en meute, quelquefois, amène beaucoup de choses à l'entreprise et permet d'ouvrir des portes.
Le vendre à, c'est quoi? Vous êtes une petite PME, vous aimeriez bien aller dans un grand groupe, vous pouvez vous attendre des années avant qu'on vous ouvre la porte. Mais nous, Business France, ambassade de France selon le nom, on peut avoir des contacts avec les grands groupes. On va les voir, leur dire quel est ce que vous voulez, monsieur Walmart, qu'est-ce que vous attendez en France, ou même le Football Club de Barcelone, qui est un acheteur, on l'a fait il y a 2 ans. Qu'est-ce que vous attendez des entreprises françaises? Quelle est votre liste de courses? Nous, on essaie de trouver les entreprises qui correspondent. On vous propose de faire un dossier, on présente ce dossier, l'acheteur du condonneur d'ordre va choisir les gens qu'il veut voir, donc s'il ne veut pas vous voir, ce sera peut-être une autre fois, mais c'est pas peine de vous déplacer en Corée. Par contre, s'il veut vous voir, on va travailler pour que votre rendez-vous, on vous fait rentrer dans la boîte, et il faut vraiment que vous réussissiez ce rendez-vous. Ça, c'est notre rôle. Et puis les forums dans différents pays également. Ça, je vous laisserai, vous pourrez l'étudier tranquillement. Ça, c'est les photos des pavillons. Ça, c'est ce qu'on a fait cette année, c'est intéressant. Il y a notamment, j'attire pour ceux qui s'intéressent au numérique, sur le petit coq qui est de plus en plus connu et qui est de plus en plus stratégique, et qui n'appartient pas à Business France, c'est vraiment le développement, l'enjeu gouvernemental du développement de la filière numérique pour lesquels les Français sont loin d'être les derniers. Au CES de Las Vegas, je crois qu'on était les premiers non-américains ou les deuxièmes. Donc ça, c'est très important, et c'est très important d'accompagner les entreprises du numérique très vite, notamment dans la Silicon Valley. Il y a des choses qui se mettent en place. Il y a des incubateurs d'entreprises à Los Angeles qui ont été poussés par la région de France. Donc la French Tech, c'est de plus en plus des événements, et c'était le CES de Las Vegas, par exemple. C'était le Mobile World Congress, pour aider ces PME. Alors là, on va être dans un concept. La plupart du temps, les entreprises, on les accueille toutes du moment qu'elles sont françaises ou qu'elles ont une valeur ajoutée en France, où là, on va mettre beaucoup d'argent, ça coûtera beaucoup moins cher aux entreprises, mais on sera beaucoup plus sélectif avec des jurys, avec des pôles de compétitivité, des collectivités territoriales, pour que ce soit vraiment les meilleurs qui en bénéficient. Il y avait une 20aine de places au CES, je peux vous dire qu'il y avait beaucoup plus de candidats. Mais c'est essentiel, et le buzz derrière était très important. On va maintenant très loin avec un concept qui commence dans 15 jours, qui s'appelle Ubi.io, qu'on a mis en place l'année dernière, pour les startups du numérique. Il est très important d'être très rapidement dans la Silicon Valley auprès de la concurrence. Et pour ça, alors ça c'est également un concours, et un concours assez compliqué, on sélectionne 8 entreprises. Il y en a eu 8 l'année dernière, il y en a 8 cette année encore. On exige que ce soit le chef d'entreprise, parce que le numéro 2, il ne peut pas prendre les décisions. Alors ça limite, parce qu'il y a des choses qui ne peuvent pas le faire, mais c'est indispensable si on veut réussir, qu'on va immerger totalement à San Francisco du 1er mai au 15 juillet. Et alors là, pendant 2 mois et demi, c'est le marathon. C'est apprendre à faire des pitchs, aller voir des investisseurs, aller voir des gens pour créer la filiale, aller voir les marchés, les concurrents potentiels et les clients potentiels. Et ça dure 2 mois et demi. L'année dernière, sur 8, il y en a 6 qui se sont implantés durablement aux États-Unis, et 2 qui sont partis parce qu'elles avaient conclu que c'était pas le moment pour elles, mais elles ont aussi gagné beaucoup de temps. Et ça, c'est des appels à projets, des concours, et nous sommes loin d'être les seuls juges là-dessus, bien heureusement, parce qu'on ne peut pas tout savoir. Je vous dis ce genre d'exemple, parce que c'est intéressant de savoir un petit peu vers où on se dessine. La communication, je serai rapide, mais si vous allez sur un salon en Allemagne ou en Italie, que c'est les plus grands salons du monde, vous allez à la foire de Hanovre, vous avez 35 halls, c'est-à-dire Villepinte, plus la porte de Versailles, et on multiplie par 2. Donc vous imaginez bien que votre petit stand de 9 mètres carrés, pour que les gens s'arrêtent, il va falloir avoir de la chance. Or en Allemagne, par exemple, vous avez tout, c'est le pays de la presse écrite, vous avez, avant chaque salon, et c'est des salons monstrueux, toute la presse spécialisée qui fait des numéros spéciaux du salon. Donc si on vous aide à faire un bon communiqué de presse en allemand parce que vous avez un produit innovant, les journalistes ayant besoin d'infos, ils vont vous faire un article, et là vous avez des gens qui vont le lire et qui vont venir vous voir. Sans ça, un Allemand il ne vient jamais par hasard, il ne s'arrêtera jamais votre salon avant 3 ans, sur votre stand avant 3 ans. Donc ça c'est des choses, on peut vous aider sur la communication, et de plus en plus, notamment aux États-Unis, sur un aspect qui est négligé mais que je cite aussi, les réseaux sociaux. Si vous allez aux États-Unis, il faut être sur Twitter, LinkedIn, Épatin et Couffin. C'est pas si évident de Paris, on doit vous aider à faire ça. Donc ça, je passe. Et je termine, pour donner la parole à Guillaume après,
Vous avez sans doute entendu parler d'Ubifrance et donc désormais de Business France. Nous sommes l'opérateur qui s'occupe des volontaires internationaux en entreprise. Je vais vous donner le point de vue, à quoi ça sert pour qu'est-ce que c'est qu'un VIE? Un VIE, c'est un jeune qui aura moins de 29 ans le jour de son départ, donc qui est ressortissant français pour l'essentiel, mais également de l'Union européenne. Ça peut être un espagnol, mais on n'en verra pas un espagnol en Espagne, sinon ça poserait des problèmes insolubles en termes de fisc par exemple, mais un autrichien en Allemagne ce serait possible quand on a des problèmes de pénurie de germanophones. Ce jeune est embauché non pas par l'entreprise, mais par Business France, qui va s'occuper de... Donc le contrat de travail ne démarge pas dans vos effectifs. Business France s'occupe de tout la partie salariale, technique, etc. Vous reversez les indemnités à Business France, mais donc on s'occupe de tout. Le jour où il y a eu Fukushima au Japon, on ne savait pas ce qui allait tourner. Je peux vous dire que mon collègue directeur du bureau du Japon, il a passé 2 jours et 2 nuits et il a rapatrié tous les VIE au Japon. Vous êtes une petite PME, vous avez un jeune qui est dans le fin fond du Japon, c'est la panique, parce que dans ces cas-là, c'est toujours la panique. Ça va être compliqué. Donc ça, c'est vraiment un super avantage. Ce jeune, il peut faire tous les métiers liés à l'export. Alors, on pense tout de suite à la prospection commerciale, c'est souvent le plus fréquent, mais les banquiers sont les grands utilisateurs. Ça peut être un problème financier, ça peut être une assistance technique, ça peut être un comptable dans votre filiale parce que vous n'avez aucune confiance dans les Chinois pour faire la comptabilité de votre filiale et que vous voulez avoir un œil de Moscou pour regarder. Enfin, un œil de Moscou en Chine, c'est compliqué. Ça peut être tout. Il faut simplement regarder que c'est une mission d'export. Le budget, il est variable selon les pays. Ça peut aller, je crois, de 1 500 €, genre Maroc, à 3 500 en Angola, parce qu'en Angola, c'est hors de prix. Et la durée, c'est de 6 mois à 2 ans. Voilà des exemples que vous pourrez regarder de VIE qui sont partis dans différents pays et de missions diverses et variées. Sachez qu'il y a actuellement 8 500 jeunes qui sont pour le compte des entreprises françaises à l'étranger, pour une période en moyenne de 18 mois. Que ça n'est pas réservé aux grands groupes, je dirais qu'il y a la règle des 60-40, c'est-à-dire que 60% des VIE travaillent pour des grands groupes, 40% pour les PME, et que 40% des utilisateurs sont 60% des utilisateurs sont des PME et 40% sont des grands groupes. Et la dernière chose que je dirais, c'est que vous avez un projet, on vient vous voir, on réfléchit à la validité de votre projet, savoir si c'est intéressant pour vous d'avoir un VIE, ou peut-être que c'est pas intéressant pour X raison, on en discute, peut-être que dans ce pays il faut avoir un senior, j'en sais rien. On va regarder le VIE, il ne va pas partir n'importe où, n'importe quoi. Vous avez personne, vous avez vraiment besoin avec un super projet d'envoyer quelqu'un à Singapour, mais vous n'avez pas de filiale. Votre VIE, vous ne le mettez pas, vous êtes dans une PME, vous n'allez pas le mettre dans un hôtel, vous n'aurez pas le droit, on ne voudra pas, il faut vraiment qu'il ait des conditions de travail. Donc on va regarder peut-être qu'il y a la Chambre de commerce française de Singapour, une grande société française qui à Singapour est capable d'héberger, de coacher le VIE, d'aller le voir le lundi matin pour voir s'il a bien le moral et si c'est ce qu'il va faire cette semaine, parce que bon, sans ça, vous êtes parti à Bordeaux c'est bien, mais vous n'êtes pas toujours derrière lui, vous ne pouvez pas être, même si vous êtes prêt. Donc là, on a plein de systèmes où on peut accompagner les entreprises et on regarde entre eux, par entreprise, ce qui est souhaitable et ce qui est possible. La dernière chose que je vous dirais, c'est que nous sommes un organisme public, donc nous avons la chance de bénéficier de fonds de l'État, et que parmi nos objectifs, et l'objectif prioritaire désormais n'est plus le nombre d'entreprises accompagnées ou la bonne gestion du budget, je vous rassure, c'est très important. C'est d'abord, et ça c'est Ipsos qui fait le questionnement, le résultat des entreprises. C'est-à-dire que si vous travaillez avec nous sur un projet à l'export, vous serez interrogé dans les 6 mois, 1 an derrière par un organisme indépendant. Et la question, ce ne sera pas de vous demander si les petits fours étaient bons, et j'espère qu'ils étaient bons, mais si les contacts qu'on vous a donnés, ben voilà, vous avez eu, pour la mesure 2004, disait que 28% des gens qui sont venus avec nous ont d'ores et déjà obtenu une commande ou signé un contrat, 24% sont en cours de négociation, et 27% ont établi un contact qui n'a pas abouti. Je ne parle pas des entreprises qui sont venues pour d'autres raisons, communication ou autre chose. Donc ça, c'est d'où notre détermination à vous accompagner dans la durée, à aller jusqu'au bout,
Parce que là où nous sommes jugés, c'est le jour où mon fabricant de cirage, il m'a appelé ce matin, il m'a dit que la mission qu'on a fait à Dubaï, ben ça y est, la première commande est arrivée. Donc là, le boulot, il est accompli. Voilà. Non, c'est pas. Ah bon? Alors? On est meilleur après. Comment on veut alors? On passe au milieu. Donc je vous ai dit comment dépenser votre argent, maintenant vous dire comment le trouver. Bon, alors, moi je m'appelle Caroline Roux, je travaille chez Coface, je suis directeur régional de développement pour Paris, c'est-à-dire j'ai le même poste chez Coface que Thierry, ce qui fait qu'on travaille souvent en binôme. Je fais partie de ceux qui habitent chez BPI France en même temps que les CAI dont on a parlé. C'est-à-dire que je travaille aussi bien pour les ETI avec les autres équipes du BIFrance, de Business France, que tu n'avais même pas réagi, avec le siège ou avec les bureaux à l'étranger. Un mot de Coface rapidement, parce que je ne vais pas vous raconter Coface à travers les âges, mais c'est une société privée qui appartient essentiellement à un groupe bancaire, Natixis, et qui gère pour le compte de l'État des produits publics qui vont de l'assurance prospection, que je vais vous détailler un petit peu, c'est-à-dire la prise en charge de ce genre de dépenses notamment, qu'on vient d'évoquer, mais pas que, à l'assurance crédit, c'est-à-dire la garantie de non-paiement, l'assurance investissement, le PayPal que vous avez parce que il y a une guerre, une révolution ou un cataclysme dans un pays étranger, les garanties de change, c'est-à-dire ce qui permet de neutraliser le risque de change pour éviter de transférer les risques de change chez le client, puisque le risque de change, quoi qu'il arrive, il existe. Les garanties de caution, toujours à l'international, et les garanties des préfinancements. Là, notre client, c'est le banquier à qui on enlève du risque pour qu'il puisse dire oui aux entreprises. Donc, toute une panoplie, mais dans la panoplie gérée pour le compte de l'État, contrairement à la partie privée de la Coface qui n'est que de l'assurance crédit, là, on est toujours à l'exportation. C'est-à-dire que ce qu'on regarde systématiquement, c'est la notion de valeur ajoutée en France. Qu'est-ce que ça rapporte à la France en matière d'emploi, ce qu'on appelle dans notre jargon le retour économique pour la France. C'est ce qui va nous intéresser au premier chef, puisque c'est de l'argent public qu'on dépense, clairement. Alors on est assureur, ce qui fait que, par exemple, quand on parle d'assurance prospection, que je vais détailler maintenant, eh bien, certes, on va verser de l'argent à l'entreprise, mais dans un but qui est le même que le vôtre d'ailleurs, c'est que l'entreprise puisse nous rembourser parce qu'elle a réussi. Et ça n'est qu'en dernier ressort, si ça n'a pas marché, que l'entreprise ne remboursera pas et que donc l'assurance jouera. Voilà. Alors, voilà. Donc, vous êtes une entreprise qui veut aller en Allemagne ou aux États-Unis, vous voulez faire une étude de marché ou un test sur l'offre ou aller voir, visiter un salon même, enfin, voilà. Vous êtes aussi bien éligible qu'une société qui veut ouvrir une filiale de commercialisation aux États-Unis. Donc, toutes les dépenses, je crois que j'ai mis une liste de dépenses derrière, mais toutes les dépenses auxquelles vous allez être confrontés, parce qu'il va quand même falloir trouver les sous pour mener à bien vos ambitions. Toutes ces dépenses, des plus petites, un salon en moyenne c'est 10-15 000 euros, jusqu'aux frais de fonctionnement d'une filiale à l'autre bout du monde, ça peut être pris en charge d'une façon ou d'une autre par l'assurance prospection à hauteur de 65% au maximum. Pourquoi à hauteur de 65%? C'est parce que c'est un partage du risque.
Et en partageant le risque, vous avez intérêt à ce que ça marche comme nous, et donc intérêt à nous rembourser. Et c'est comme ça que ça marche. Que l'État continue, peu ou prou, à nous faire confiance en nous permettant d'accompagner un nombre d'entreprises extrêmement important. Au 31 décembre dernier, pour l'assurance prospection, toute activité confondue, on avait 12 500 entreprises assurées. Certaines ont plusieurs contrats. Alors, qu'est-ce que c'est que l'assurance prospection? C'est un contrat qui va donc alléger la charge financière des entreprises sur une durée de 1 à 4 ans et qui va lui permettre d'éviter de perdre sa chemise ici, et donc avec les répercussions sur l'emploi, vous voyez que c'est un peu notre obsession hein, à tous, c'est normal d'ailleurs, avec d'avoir des problèmes importants, notamment pour la maison mère française, si jamais ces démarches n'aboutissaient pas. Alors ça peut vous sembler un peu négatif, mais c'est le principe de l'assurance. On espère qu'on n'en aura pas besoin, mais elle coûte cher qu'avant l'accident. Hein. Il est clair que se dire je vais y aller, et si jamais ça ne marchait pas, ou que ça mettait plus de temps que prévu à réussir, ou que ça réussissait moins bien que prévu, vous pensiez obtenir des contrats mérifiques et puis vous obtenez des petits bouts de contrat, c'est déjà bien, mais ça peut être une première étape, ça peut mettre plus de temps. Statistiquement, on met toujours plus de temps à réussir à l'étranger que ce qu'on avait prévu, quelle que soit l'activité de l'entreprise et quelle que soit sa taille. Donc c'est général. Il faut inclure le facteur temps, c'est ça que je veux dire. Donc, ces entreprises, si jamais ça ne marchait pas, eh bien, elles iront plus sereines parce qu'elles ne nous rembourseront pas. En fait, c'est ça le principe. Là, normal, là, plus loin, normal, c'est que l'entreprise va nous rembourser parce que ça va marcher, mais en cas de pépin, l'entreprise ne remboursera pas et c'est l'État qui prend, donc vous et nous, en tant que contribuable, qui prendra la charge en la répartissant de cet échec total ou partiel. Retenez qu'on ne nous rembourse jamais plus que ce qu'on a touché et sans taux d'intérêt, donc on est, pardon, un banquier sympa, là, hein, et que les entreprises sont évidemment contentes de nous rembourser. Qui est éligible à l'assurance prospection? Alors on a produit, j'ai mis le plus compliqué d'abord, qui est l'assurance prospection classique. Celui-là, les entreprises peuvent déposer des dossiers tant qu'elles font moins de 500 millions d'euros de chiffre d'affaires, donc en général on a de la marge. L'assuré moyen en France, il fait moins de 10 millions d'euros de chiffre d'affaires en France, y compris les régions. En Île-de-France, et il fait encore moins en général. Et à Paris, j'ai 50% de mon portefeuille avec des entreprises qui font moins d'1,5 million de chiffre d'affaires. Donc, vous voyez, on est loin des 500. Les dépenses que l'on prend en charge et que je vais vous montrer, mais elles ont été largement citées par Thierry notamment, c'est toujours des dépenses supplémentaires, c'est l'effort supplémentaire que l'entreprise va faire pour essayer d'aborder un marché X ou Y. Et c'est toujours des dépenses, ce sont toujours des dépenses liées à cet endroit-là. Tout ça pour vous faire comprendre qu'il va falloir commencer par nous dire où vous voulez aller. Je veux aller à tel endroit et c'est les dépenses pour aller à cet endroit. Ce n'est pas les dépenses générales de l'entreprise. Si on voulait aller en Allemagne, on va vous dire oui si vous voulez traduire, créer un site en allemand ou le traduire. On va vous dire oui s'il y a des voyages pour aller en Allemagne. Mais on va vous dire non pour faire un voyage en Chine. Ok? Cela dit, vous pourriez mettre l'Allemagne et la Chine, parce que ça va très bien ensemble, mais dans le même contrat. L'entreprise dit où elle veut aller, comment elle va s'y prendre, combien ça pourrait rapporter, c'est-à-dire un mini business plan qui nous permet d'analyser le risque. Alors,
Je vous ai apporté des plaquettes, donc, et puis vous pourrez aller voir sur le site internet cofas.fr. Cela dit, j'ai listé un certain nombre de dépenses. Une des dépenses importantes que COFAS prend en charge et qu'elle est seule à prendre parce que le crédit d'impôt lié au VIE ou au recrutement de quelqu'un spécialisé dans l'international ne les prend pas, c'est les dépenses de salaires et charges. Les salaires et charges d'un service export, s'il est nouvellement créé, ou de quelqu'un supplémentaire dans ce service export, ça peut être pris en charge dans une assurance prospection, et également toutes les dépenses de salaires et charges pendant la durée des déplacements sur le pays X ou Y. Pareil, si c'est un consultant spécialisé qui vous donne un coup de main là-dessus. Les dépenses facturées par Business France ou par une chambre de commerce ou par une fédération professionnelle ou par qui vous voulez, ça rentre là-dedans. C'est vous qui savez mieux que nous comment vous allez vous y prendre pour réussir. Hein. Donc je reprends mon expression de tout à l'heure, on peut partir de petites dépenses, un salon, une étude de marché, passer par des dépenses d'homologation, d'adaptation du produit, de traduction, de certificat, le tampon de l'administration, machin, pour avoir le droit de vendre dans le pays en question, les avocats, aux États-Unis, ça coûte cher, par exemple, de suppléments de responsabilité civile, je pense toujours aux États-Unis, ce pays est toujours exclu des polices d'assurance habituelles, etc., etc. Tout ce genre de dépenses, de petites jusqu'aux frais de fonctionnement d'une filiale de commercialisation à hauteur de la participation dans le capital de votre filiale, ça rentre dans une éventuelle assurance prospection. Alors après, clairement, je vous montre toutes les dépenses éligibles. On ne dit pas oui à tout le monde et on ne dit pas oui non plus à tous les montants. Ça dépend de votre bilan, c'est clair. Pour déposer un dossier d'assurance prospection, il faut avoir au moins 1 an, un bilan, des fonds propres positifs, enfin j'enfonce des portes ouvertes, mais voilà, et un peu de chiffre d'affaires. Mais un peu de chiffre d'affaires, ça peut être pas beaucoup, et dans ce cas-là, on aura un petit contrat d'assurance prospection, ou beaucoup plus, puisqu'en fait, ça sera souvent un pourcentage du chiffre d'affaires de l'entreprise. Pourquoi ? Parce qu'on n'est pas dans une démarche de capital risque ou de capital développement, hein. Pas du tout. La quotité garantie, je vous l'ai dit, c'est-à-dire la prise en charge COFAS, c'est 65%, et la prime, c'est 2% du montant du budget annuel qu'on accorde. Vous nous rembourserez plus tard en fonction du chiffre d'affaires que vous aurez réalisé sur le ou les pays couverts par la garantie, donc que vous aviez choisi. Si on vend des produits, des objets, c'est 7%. Si on vend des services, c'est 14% de la facturation. Je reviens à ce que disait Thierry tout à l'heure. Attention à être payé. Nous, on appellera le remboursement si vous avez facturé quelque chose. Ça ne rentrera pas. C'est l'assurance crédit qui couvre le non-paiement. Hein. C'est deux métiers complètement différents. Et donc, si je me permets d'insister, c'est que quelquefois ça arrive, on voit que les entreprises étaient parties du principe que faire du chiffre d'affaires c'était bien, c'est vrai, mais vendre à quelqu'un qui vous paye c'est mieux, donc attention à cette notion-là. Dans les 14%, enfin avec application de ce taux de 14% sur les facturations, il y a toutes les entreprises de services et notamment tous les gens qui vendent des logiciels, puisque c'est un droit d'utilisation, hein, c'est du service. Les dossiers sont déposés sur Internet, sur cofas.fr. On met à peu près 1 mois à vous répondre. Et la prise d'effet du contrat, c'est le 1er jour du mois du dépôt de la demande. Donc quelqu'un qui dépose un dossier juste avant le week-end du 1er mai, il sera analysé en mai, peut-être un peu en juin, parce que le mois de mai, hein, c'est comme chez tout le monde, et il rétroagira si on dit oui, au 1er avril. Alors on a une mini-assurance prospection, qui n'est pas obligatoire, mais qui est la fille du premier,
qui est un produit qu'on a lancé il y a 2 ans. Oui, 2 ans. 3 ans? Non, 3 ans, je me trompe, je ne sais plus. Ah non, non. Non. Et qui est destiné aux entreprises qui n'exportent pas encore, ou pas beaucoup. 10% de leur chiffre d'affaires à l'export au maximum, ou 200 000 euros. Là, on est dans la définition de la PME européenne, parce qu'il ne faut pas faire plus de 50 millions d'euros de chiffre d'affaires. On va lui accorder à cette entreprise un montant forfaitaire, une enveloppe de dépenses, pour aller visiter un salon ou avoir un stand, mais même pour faire un site internet dans une langue étrangère, acheter une étude de marché, acheter une consultation d'avocat, ce genre de choses. C'est au maximum 30 000 euros sur au maximum 12 mois. Et quand je dis au maximum, ça veut dire que ça peut être moins de 30 000 euros et que ça peut être dépensé en 15 jours. On fait malheureusement pas l'avance de trésorerie, mais l'entreprise, si elle a ce genre de contrat qui correspond à 10% de son chiffre d'affaires dans la limite de 30 000 euros, elle aura un remboursement très rapide dès qu'elle le demandera de 65% de ce montant-là. On a le droit à 2 fois ça, une fois par année civile, donc une fois en 2015, une fois en 2016 par exemple. Et si on est dans l'autre système que j'ai évoqué précédemment, on ne peut pas revenir en arrière. Donc c'est vraiment, ça s'appelle premier pas, ça dit bien ce que ça veut dire, c'est vraiment fait pour démarrer. On a évidemment beaucoup d'assurés et c'est une solution qu'on a trouvée très efficace pour les petites entreprises qui du coup vont pouvoir aller se frotter un peu à l'international et si ça frémit, déposeront un vrai dossier derrière en assurance prospection. L'entreprise donc va toucher au maximum 19 500 euros. On déduira la prime qui est de 4%. On est sur une population d'entreprises beaucoup plus risquée pour nous, hein, parce que pas expérimentée du tout. Et l'entreprise en question, elle nous remboursera peut-être dans 3 ans. C'est pour ça qu'il a raison, ça fait 3 ans, parce qu'on commence seulement à voir les retours, on va bientôt les voir, ça a été lancé à peu près maintenant il y a 3 ans, on va seulement voir un peu ce qu'il en est. C'est un système extrêmement simple, il y a 3 chiffres à mettre sur internet, votre chiffre d'affaires export, vos fonds propres, et puis point final, ça s'arrête là, on délivre c'est oui, c'est non, on délivre un contrat et vous remboursez en une fois, 3 ans après, tout ou rien, ou un peu, c'est 10% du chiffre d'affaires export total, quelle que soit l'activité de l'entreprise. Dans les dépenses, j'ai oublié de vous dire quelque chose tout à l'heure et qui concerne surtout l'attrapé. On peut aussi aller sur des salons internationaux collés en France. Quand on va à Polytech, au salon du Bourget, à Maison et Objets, au salon du prêt-à-porter, à Bijorca, enfin voilà. Il y a à peu près 50 salons, le CIRA que j'ai vu à Lyon, le CIAL, il y a à peu près 50 salons qui ont lieu en France et qui sont considérés comme des salons internationaux. Ça fait souvent partie de ces dépenses-là. Il n'y a pas de zone en A3P, c'est tout pays étranger. Et on prendra, donc comme c'est a posteriori, ça nous permet de décider efficacement, pour aider l'entreprise, on prendra les 5 pays où elle a dépensé le plus d'argent. La liste, je vous la vois. Le budget maximum 30 000. Voilà, je vous ai fait une photo du site internet. Voilà. Merci pour ça, mais je vais garder la parole 2 secondes. Parce qu'on m'a demandé de le faire. Je suis également conseiller du commerce extérieur. Donc, Thierry m'a tendu la perche tout à l'heure. Qu'est-ce que c'est que cette bête-là? C'est une association de gens comme vous et moi, nommés par les pouvoirs publics pour une période de 3 ans, qui ont une expérience à l'international. Notamment souvent des expériences d'expatriation.
et qui sont dans des entreprises françaises ou étrangères, à l'étranger ou en France. Il y a à peu près 4200 personnes dans le monde, à peu près 1200 en France, et dans ceux qui sont à l'étranger, ils ont essentiellement pour mission, puisque c'est du bénévolat, d'aider les entreprises françaises qui viennent là-bas pour les guider un peu ou leur donner un coup de main, et également de se rapprocher des ambassades pour leur faire part des frémissements du terrain et de ce qui se passe vraiment sur le terrain, pas au niveau général. En France, on a essentiellement, moi je fais partie du comité des Hauts-de-Seine, on a essentiellement pour objectif de faire de la formation, donc dans les écoles, hein, ça va du BTS jusqu'à HEC, et également de faire quelque chose qui s'appelle du parrainage, qui est un genre de coaching gratuit des entreprises. Alors on ne fait pas à leur place, hein, mais on sert un peu d'effet miroir, en leur faisant part de notre expérience ou de celle de nos collègues, et on les met en plus en relation, en général ceux qui ont été expatriés, qui ont ouvert des filiales à l'étranger, etc., peuvent donner un coup de main extrêmement efficace, autant sur ce qu'il faut faire que sur les erreurs à éviter, peut-être même encore plus sur ce qu'il ne faut pas faire, et c'est à ça qu'on sert. Donc si ça vous dit, on est également à votre disposition. Et puis j'ai cité BPI France tout à l'heure. Comme ils ne sont pas là ce soir, je voulais dire que BPI, alors BPI France, tout le monde les connaît, hein, c'est la banque publique d'investissement dirigée par Nicolas Dufault. C'est le regroupement de plusieurs organismes pour l'innovation, pour le financement, les garanties, qu'est-ce qu'il y a d'autre, les fonds propres, enfin bon, j'en oublie peut-être. Au niveau de l'international, ils peuvent intervenir avec des prêts qui sont des prêts extrêmement intéressants parce que ce sont des prêts sans caution et avec un différé en capital qui en général est 2 ans. Donc c'est de la trésorerie non affectée, vous en faites ce que vous voulez du moment que c'est pour l'international. Ça vient en complément des autres dispositifs et c'est de l'argent ils appellent ça des sucres lents. Vous avez le temps de réussir avant de commencer à les rembourser. Mais bon, en général, c'est en complément d'une assurance prospection. Il y a quand même une grosse différence. C'est que même si c'est très intéressant, l'entreprise remboursera quoi qu'il arrive, que ça marche ou que ça marche pas. J'en reviens à mon histoire d'assurance, pas chez moi. Donc il faut quand même faire attention, et eux font très attention pour vous de toute façon, parce qu'ils n'accordent qu'à des entreprises rentables, solides, et qui ont plus de 3 ans, donc sans risque financier majeur a priori. Puis ils font une deuxième chose en international, ils font plein d'autres trucs, mais très intéressante, c'est une garantie, c'est une assurance, qui s'appelle la GPI, Garantie de projet à l'international, qui est une garantie sur l'argent que vous allez transférer à l'étranger si vous voulez ouvrir une filiale lointaine, hors espace économique européen. Et ça va garantir la moitié des fonds propres et des quasi-fonds propres que vous allez envoyer pour commencer à faire vivre cette filiale, pouvoir la créer. Argent qui financeront ou pas, c'est un autre sujet. C'est une garantie sur 7 ans, ça coûte 0,5% l'an de commission. Si jamais la filiale ferme parce qu'elle ne marche pas, risque économique, hein, pas risque politique comme l'investissement dont je parlais tout à l'heure, mais en risque économique, eh bien, vous récupérez la moitié de votre mise. Donc, si je reprends et je m'arrête là, un cas de création de filiales commerciales à l'étranger, aux États-Unis par exemple, on peut avoir simultanément cette garantie pour l'investissement de départ et la garantie des frais de fonctionnement à hauteur de 65% par COFAS, ce qui allège quand même largement les difficultés de l'entreprise au niveau financier. Tout ça est complémentaire.
Merci Caroline, merci Thierry. Moi je suis là pour vous parler d'humain, pas de moi particulièrement. En l'occurrence, j'ai eu la chance de pouvoir bourlinguer dans un certain nombre de pays, une petite trentaine, j'ai vécu dans 5 d'entre eux, mais je vais vous parler plus généralement d'autres moutons à 5 pattes de mon type, que sont les anciens VI. Alors, Thierry mentionnait tout à l'heure, un VI en général il est plutôt junior, mais c'est un peu un couteau suisse à l'exportation. Je suis là pour vous parler de ce réseau d'anciens qui est le Club VIE, qui fédère en fait les 80 000 anciens VSN, CSN et VLI qui sont présents dans le monde et qui ont une expérience à l'international. Nous avons sur le site internet clubvie.fr à peu près 10 000 d'ici la fin de l'année d'anciens qui sont fédérés à ce stade. Nombre d'entre eux d'ailleurs sont des conseillers du commerce extérieur. Et l'objectif de ce club est de pouvoir faire en sorte que ce talent, ce vivier de talents internationaux soit mis aussi à disposition des entreprises qui souhaitent s'internationaliser, créer des filiales à l'étranger. Et je vais témoigner par 2 petites vidéos d'anciens qui sont implantés en Australie et en Algérie, pour que vous voyez concrètement ce que c'est. En l'occurrence, je vais commencer par Philippe Nguyen, qui a fait son VI en Algérie, puis qui a continué par la suite par un projet de création d'entreprise. Moi, c'est Philippe Nguyen, j'étais l'un des premiers VI en Algérie. Je suis arrivé en 2006 dans ce beau pays, un potentiel énorme en termes de business, et tout ça à 2h30 de Paris. De formation technico-commerciale, j'ai exercé en tant qu'ingénieur d'affaires dans une société spécialisée en médiotechnologie. Donc, suite à cette expérience, j'ai rejoint un entrepreneur qui s'était lancé un business du pays. Donc aujourd'hui, je suis le directeur général et également de cette même structure, Wanda Consulting. Elle est spécialisée en services informatiques type infogérance, externalisant services IT, services d'impression, développement de nearshore. Donc aujourd'hui, 80 personnes la constituent. Au lancement, nous n'étions que 2. Donc, autre projet, j'ai créé également avec mon associé une plateforme d'échange entre les entrepreneurs internationaux et algériens, souhaitant œuvrer pour l'Algérie. Donc OpinTech, lancé depuis octobre dernier, comprend plus de 500 entrepreneurs. Et dernier projet en date, j'ai également lancé en septembre 2014 mon propre cabinet de recrutement, OneAsearch, avec 2 associés, mon associé toujours et ma femme. Un cabinet qui commence très fort. Grâce à Wanda Consulting de mon réseau, j'ai pu bénéficier rapidement de la confiance de grands groupes pour leur chercher de nouveaux collaborateurs en exclusivité. Donc aujourd'hui, je gère 2 structures. En fait, depuis 2006, je n'ai plus quitté le pays. Je suis d'ailleurs responsable du club VIE en Algérie depuis 2 ans. J'y suis bien installé, j'y ai rencontré ma femme, j'ai fait ma petite vie là-bas. Pour le club VIE, nous organisons des événements réguliers qui réunissent entre 50 et 100 personnes. Le VIE m'a apporté donc ma première expérience, ça m'a permis d'avoir rapidement un réseau dans un pays que je ne connaissais absolument pas. Le réseau VIE m'a même aidé à obtenir mon premier grand contrat qui a été le déclencheur de beaucoup d'autres. Le VIE m'a aidé à rester proche de Business France, de l'ambassade de France, qui m'a permis d'entretenir plus facilement mon réseau. Le VIE était un véritable lien entre les 2 pays, qui crée l'emploi. Effectivement, avec les anciens, nous avons créé plus de 300 emplois, nous sommes une douzaine restant. De plus, le VIE constitue un véritable guide de futurs managers pour les grandes entreprises locales ou internationales. D'ailleurs, nous, tous anciens, occupons des postes de manager. Mes perspectives continuent de développer et passer la barre des 100 personnes pour la consulting, développer ma nouvelle structure afin que les 2 structures deviennent leaders dans leur domaine respectif, continuer à encourager les entreprises françaises à s'installer en Algérie et le retour des VI en Algérie. Pour les jeunes, le VI est une véritable opportunité, je vous dis pour tous les professionnels d'exploitation à bien exploiter. Je vous invite tous à devenir VIE. Au-delà de la formule de vente internationale en entreprise est également une véritable communauté sur laquelle vous pouvez vous appuyer. En tout cas, je vous souhaite à tous un excellent salon, s'exploiter le mode d'emploi. Salutations à tous et le VIE. Moi, c'est Philippe Nguyen, j'étais là. Alors, vous avez compris, c'était l'occasion d'un salon qui a eu lieu il y a 2 semaines à la cité universitaire pour le salon S'exploiter le mode d'emploi, et c'était organisé dans le cadre d'une conférence sur l'entrepreneuriat à l'étranger. Je vous en passerai une autre juste après. Juste une petite question. Qui parmi vous sont des anciens VI ou VSN, CSN? Voilà, il y en a quelques-uns.
D'accord. Qui a déjà entendu parler du volontariat international en administration en entreprise? D'accord. Et qui serait intéressé parmi vous pour faire à l'avenir un volontariat international, pour ceux qui sont encore dans la tranche d'âge, mais je m'en connais un petit peu, voilà. Oui, certains qui l'ont fait souhaiteraient y retourner, mais voilà. Bon, en tout cas, une chose est sûre, c'est que les anciens VI, les anciens VSN et CSN sont des personnes qui sont assez aguerries, qui ont pris, j'allais dire, leur premier coup à l'international. Et je tiens à souligner ce point important. Il est indispensable de s'entourer des personnes d'expérience, alors de tous les organismes qui ont été mentionnés précédemment, mais de s'entourer aussi de personnes qui ont vécu international et qui ont fait des erreurs. C'est important aussi de savoir souligner l'importance de ces échecs parfois. Alors ne cherchez pas à tout prix ceux qui se sont qui ont raté leur expérience, mais ce que je veux dire par là, c'est que si on prend l'exemple de notre collègue qui vient de se présenter, il a tenté plusieurs expériences au début, et le suivant aussi que vous entendrez, il a fait des tests, et il a, dans le pays où il s'est installé, fait quelques petites des erreurs de débutants, comme on peut dire. Et c'est une vertu aujourd'hui d'avoir cette expérience, parce qu'on peut se baser en toute confiance sur ces personnes qui elles-mêmes ont connu le terrain, ont réellement pratiqué l'international, et je vous recommande clairement ce réseau. Vous avez, si vous souhaitez vous appuyer sur ces ressources, la possibilité de prospecter au sein de notre base en contactant le site levie.fr. Nous avons des personnes qui, elles, sont parfois elles-mêmes en recherche de nouvelles opportunités de carrière pour repartir à l'international. J'ai, lors d'un événement organisé à Paris récemment, rencontré un ancien d'Indonésie qui me disait écoute, ça tombe bien, là je viens de rencontrer à la soirée quelqu'un qui allait me proposer potentiellement un poste en Thaïlande, et j'ai une autre opportunité là sur le Vietnam. Alors clairement, ça fait partie du hasard de la vie, mais le hasard ça se provoque. Et via notre animation dans les différents pays, nous avons pour objectif de provoquer ce hasard, provoquer la chance. Alors nous organisons essentiellement des événements pour nos anciens, mais nous invitons très souvent des entrepreneurs, des membres des conseillers du commerce extérieur. Nous organisons très souvent ces événements avec Business France, la Chambre du commerce, ou des groupes, par exemple des groupes d'investisseurs ou de créateurs d'entreprises. Voilà, n'hésitez pas à entrer en contact avec eux. Je vais passer à un autre profil qui, lui, a une expérience assez intéressante en Australie, et là, clairement orienté aussi import-export. Je vais laisser parler à la place. Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Jérémy Donnet, j'ai 29 ans et je suis en Australie depuis un petit peu plus de 6 ans, pays dans lequel j'ai effectué une mission en VIE pour le compte d'une société toulousaine qui s'appelle Tiger Grip et qui est spécialisée dans les surchaussures de sécurité. Donc ma mission s'est achevée en 2012, au terme de laquelle j'ai pris la responsabilité du club VIE local. J'ai également fondé une structure ici en Australie qui s'appelle Go Canopy, et qui est spécialisée dans l'import et la distribution de produits issus de PME françaises qui sont innovants. J'ai depuis étoffé mon portfolio d'entreprises. Je représente Hyginus, entreprise bretonne basée à Quimper, à côté de Quimper, et qui est spécialisée dans les solutions de monitoring de niveau pour les réseaux urbains. Je me lance en 2015 dans une nouvelle aventure qui s'appelle Le Baron des Spirits, qui va être dédié à l'import et à la distribution de whisky et spiritueux indépendants français. Mon retour d'expérience et les conseils que j'ai à donner aux personnes désireuses de s'expatrier, c'est de capitaliser sur les réseaux existants à l'étranger. Il ne faut pas hésiter à joindre Business France, les chambres de commerce et d'industrie locales,
ainsi que les réseaux périphériques comme le club VIE par exemple, ou tous les réseaux professionnels ou extra-professionnels. C'est très important de capitaliser sur l'expérience des gens qui sont déjà passés par l'expatriation avant vous. En ce qui concerne la préparation de l'expatriation en France, je vous conseille d'aller à la recherche de toutes les pépites françaises, toutes les PME locales, ou pas d'ailleurs, qui sont partout en France et qui n'attendent que vous et votre dynamisme pour s'exporter. Donc allez les voir, vantez vos mérites, vantez votre expérience et votre motivation et vous y arriverez. Pour terminer, je voudrais remercier l'organisation du salon S'expatrier mode d'emploi, ainsi que le club VIE pour m'avoir donné la parole. Je vous souhaite à toutes et à tous bonne chance et bon vent à l'export. Merci. J'ajouterais qu'il y a actuellement 65 000 CV sur le CVTech et Business France de jeunes qui voudraient faire des VIE pour à peu près 5 000 places par an. Donc on peut raisonnablement trouver les candidats et quand on n'en trouve pas, alors l'exemple qu'on donne toujours, alors je le donne encore, c'est le chaudronnier qui parle tchèque. C'est quand même assez difficile à trouver, mais on a aussi des services qui vont aller dans les écoles pour essayer de trouver la perle rare qui correspondra aux besoins. Merci de le souligner. En effet, 5 000 qui partent chaque année, ça veut dire aussi 5 000 anciens qui partent à 1 à 2 ans, qui nous reviennent 1 à 2 ans après. Voilà, exactement. C'est cela. Voilà, c'est un peu tout. Je vais laisser la parole à mon voisin et je vous remercie et je prendrai vos questions par la suite. Bonsoir à tous. Alors, avant de vous parler d'export, je voulais me présenter. Je m'appelle Thomas Perret, je suis diplômé de Neoma, du CESEM plus précisément, en 2000. Et après avoir vécu en Irlande et en Allemagne, j'ai fait moi aussi, non pas un VIE, mais un CSNE dans le service marketing de Rémi Cointreau à New York. Puis quelques années de fonction vente chez Kraft Foods et chez Moët Hennessy en France, avant, depuis 2006, d'occuper des fonctions d'export, justement. D'abord une expatriation pendant 3 ans au Danemark pour Moët Hennessy, où je m'occupais de la commercialisation des produits du groupe Moët Hennessy dans plusieurs marchés d'Europe du Nord et d'Europe de l'Est. Et puis de revenir en France pour prendre la direction Afrique et Dom-Tom chez Orange Nachotte International. Et très récemment, de 2011 à 2014, d'être directeur export pour la région IMIA d'un groupe américain. Donc Thierry vous parlait tout à l'heure d'entités étrangères sur le sol français qui exportent. Voilà, moi j'ai connu à la fois être au plus près des marchés, près de ma zone d'exportation, ou piloter depuis la France de l'exportation pour le compte d'une entreprise française et également pour le compte d'un groupe américain. Voilà, je vais parler aujourd'hui de ce que je connais, c'est-à-dire l'export de biens de consommation et pas de services, parce que c'est pas quelque chose sur lequel moi j'ai des compétences ou un témoignage à apporter, mais ce cycle de vie et ce cycle d'exportation, d'internationalisation de biens de consommation, il passe par plusieurs phases. D'abord une phase de... On peut y aller en direct. Les entreprises françaises peuvent aller exporter leurs produits en direct et aller pénétrer directement les marchés et aller au plus proche de leurs clients. J'ai eu le cas, je vais vous en parler. Et puis, dans un deuxième temps, peut-être passer via des importateurs ou des distributeurs locaux, des partenaires locaux, pour, in fine, éventuellement créer des filiales. Alors les filiales, c'est probablement pas trop le propos aujourd'hui, donc je ne m'étendrai pas là-dessus, parce que finalement, ici on est là pour se parler de lancement à l'international, et la création de filiales, ça vient vraiment dans une phase plus lointaine. Alors, l'export en direct vers les marchés, moi je vais vous parler de ce que j'ai connu. Dans ma dernière expérience, qui était un groupe américain, nous avons acheté une PME américaine qui avait une activité et qui exportait directement depuis les États-Unis vers différents marchés internationaux. Moi, j'y ai vu un moyen, une réelle opportunité de réaliser du chiffre d'affaires additionnel à court terme
Et c'est comme ça que, c'est comme de manière opportuniste, pas dans le sens négatif du terme, mais justement de profiter des opportunités qui étaient proposées. J'ai trouvé ça effectivement risqué comme approche, et donc j'ai choisi de le faire différemment, mais notamment cette entreprise ne faisait pas de distinguo entre ses clients. Donc on avait aussi bien des détaillants, des points de vente qui achetaient ces produits que des grossistes, ce qui pose des problèmes en termes de maîtrise de distribution, en termes de positionnement prix, et ça c'est un point sur lequel je reviendrai un peu plus tard. Le positionnement prix, c'est pour moi un des éléments clés qu'il va falloir prendre en compte lorsqu'on se lance à l'export. Et puis ce passage en directement avec des clients pour les entreprises exportatrices, ça pose beaucoup de problèmes, notamment en termes de difficultés de sourcing, puisqu'on a peu de visibilité sur sa distribution, peu d'engagement de la part des clients, et finalement, bon, c'est quelque chose qui est suivi de manière assez distante. Dans le cas précis de cette PME américaine, eh bien, c'était un commercial ou un service export basé aux États-Unis qui était très loin de ce marché et qui vendait à qui voulait bien payer. L'intérêt, justement, pour eux, c'était de ne pas avoir de risque financier. On parlait tout à l'heure avec Madame Wood des couvertures d'assurance que propose la COFAS. Là, l'entreprise avait choisi de faire un petit peu particulier. C'était cash in advance, donc zéro risque financier. Mais en revanche, pour un même produit, pouvait être vendu 100 ou 50, suivant que c'était un détaillant ou un distributeur qui l'avait acheté. Donc pour le consommateur, ça peut poser beaucoup de problèmes. Voilà, c'est pour ça que moi j'ai choisi par exemple de mettre fin à ce type de distribution avec cette PME que nous avions rachetée et de passer via un modèle de distribution via justement des importateurs-distributeurs. Alors, j'ai aimé l'expression couteau suisse tout à l'heure de Guillaume parce que effectivement il n'y a pas de business model unique. Moi mon expérience depuis 8 ans sur des marchés internationaux, c'est que justement il n'y a pas un modèle qui fonctionne et qui est duplicable d'un pays à l'autre, ce qui veut dire par exemple que on peut avoir des cas où on a un distributeur exclusif dans un pays, ou alors plusieurs distributeurs pour une même marque vont se retrouver en concurrence dans différents canaux de distribution. L'avantage de s'appuyer sur des distributeurs, c'est que ce sont des spécialistes de leur marché. On en parlait tout à l'heure avec Thierry. Effectivement, eux connaissent leur marché, les modes de consommation, ils ont une véritable valeur ajoutée sur justement l'identification des opportunités, sur les priorisations qu'il va falloir faire, le route to market, et notamment ils ont une implication. Moi j'ai pu avoir aussi bien en Europe du Nord que dernièrement en Afrique, une implication de la part des distributeurs qui vont mettre de l'argent notamment sur des plans marketing, et on va pouvoir avec un distributeur établir un partenariat sur du long terme, et ça c'est vraiment quelque chose d'important, sur lequel on va pouvoir objectiver et demander des comptes à des distributeurs. Je voudrais aussi souligner le fait que quand on se lance à l'international, le partenaire qu'on choisit pour l'amorçage, pour les premières années de la vie de notre produit sur un marché, n'est pas forcément le bon partenaire pour le futur. Je m'explique. Chez moi Tennessee, en Europe du Nord, dans les pays baltes, précisément en Lettonie, ma dernière action en 2009, ça a été de mettre fin au contrat à notre distributeur, qui avait été le distributeur de Moi Tennessee pendant 15 ans, et qui avait construit Moitié Chandon et Etsy formidable dans ces marchés, pour le passer pour passer ses contrats de distribution avec un autre distributeur qui lui me semblait plus à même de pouvoir assurer la continuité, la pérennité de la croissance des marques dans ces pays. Donc on est sur des distributeurs dont le rôle est clé dans leur connaissance du marché, mais il faut aussi être capable de prendre des décisions importantes pour assurer la continuité et ne pas perdre de vue que certes le distributeur va être le spécialiste de son marché, mais que vous, en tant que propriétaire de la marque, vous êtes garant de l'équité de cette marque et donc de la pérennité du développement du business, et que c'est pas parce qu'un distributeur est spécialiste que il ne faut pas pour autant perdre de vue votre objectif à vous. J'ajouterais que ce modèle
développement et de pénétration des marchés. Je pense qu'il n'y a plus tellement de batterie à mon avis. Donc ce modèle de distribution via un importateur spécialiste de son marché, c'est quelque chose qu'on a vu de manière très successful très récemment. On parle beaucoup de l'implantation de Burger King en France par exemple. Ça c'est une implantation avec un partenaire spécialiste de son marché, le groupe Olivier Bertrand Restauration, qui s'est chargé plutôt que Burger King vienne en France et fasse eux-mêmes, s'est appuyé sur les connaissances de ce groupe de restauration français pour pénétrer le marché et pour ouvrir un certain nombre de points de vente. Et, je vous invite à aller voir, et en plus c'est très drôle, aller voir sur le site de Michel et Augustin la description qu'ils font de leur lancement aux États-Unis, où également là, Michel et Augustin décrit très bien le type de partenaire qu'ils ont cherché pour pénétrer le marché américain et comment ils s'appuient sur un spécialiste et non pas aller en direct pour pouvoir vendre avec différentes chaînes de supermarchés. Voilà, donc c'est important de pouvoir s'appuyer sur des réseaux spécialistes justement. Et effectivement, une fois que la taille critique souhaitée par la stratégie de l'entreprise est atteinte dans un pays, eh bien j'ai eu le cas, moi en Europe du Nord, de proposer la création de filiales justement. Et effectivement, la manière dont un groupe comme Moët Hennessy fonctionnait, c'est en 2005 a été créé Moët Hennessy Nordique. Et Moët Hennessy Nordique, du jour au lendemain, nous avons créé 4 filiales de distribution au Danemark, en Suède, en Finlande et en Norvège. Et en même temps, nous avons dit au revoir à 27 distributeurs. Voilà. Donc, ça, créer une filiale implique aussi des gros changements en termes de rupture de modèle économique. Et avoir sa propre filiale présente évidemment beaucoup d'avantages, mais le moment où on passe d'un modèle de distributeur à filiale, ça crée des grosses disruptions dans le marché et des zones de turbulence, très clairement. Mais voilà, donc les filiales, je ne m'étendrai pas beaucoup dessus. C'est évidemment le meilleur moyen de maîtriser complètement son maillage, son ancrage local, sa stratégie de distribution, ses politiques tarifaires. Ah oui, je voulais vous faire un point justement sur les politiques tarifaires, pardon. Les politiques tarifaires, quand vous allez vous lancer à l'international, je parlais de prix de vente détaillant par rapport à prix de vente importateur. J'ai vu des maisons de champagne notamment pénétrer des marchés vierges en se disant bon mais il n'y a personne et donc du coup je vais pouvoir vendre mon produit très cher, et puis une fois que le marché s'ouvre à cette catégorie de produits, les marques internationales arrivent et on se retrouve avec une marque qui n'est pas positionnée en lien avec son univers concurrentiel, donc ça peut poser des problèmes. Donc je vous invite, quand vous ouvrez un nouveau marché, à réfléchir à est-ce que je me positionne d'une manière complètement innovante parce que j'ai envie de gagner plus d'argent sur un marché, ou est-ce que je me positionne par rapport à mon univers concurrentiel parce que de toute façon on est sur un marché global et les consommateurs regardent partout les tarifs. Et moi j'ai eu le cas encore très récemment avec un groupe qui a choisi d'avoir un prix aux États-Unis très décalé par rapport au prix européen, et ça posait énormément de problèmes sur les différents marchés sur lesquels nous étions. Voilà. Donc l'élément prix, quand on se lance à l'international, est quelque chose de fondamental et vraiment à prévoir sur du long terme et non pas uniquement en se disant je vais me positionner comme ça maintenant. De toute façon, votre business se développera et vous serez amené à réajuster ça. Donc, il faut vraiment penser très sérieusement dans le cadre d'export de biens de consommation, à quel prix on souhaite que le consommateur soit exposé à nos produits. Voilà. Je suis preneur de questions si vous en avez, bien évidemment. Et c'était tout pour moi. Merci beaucoup.